Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous avez vu l'exposition Pasteur, je pense, j'espère. Je trouve que c'est une bonne idée d'accompagner cette exposition par un cycle de conférences. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'intervenir ici ce soir. Je remercie toutes les personnes qui sont impliquées dans l'organisation de ces manifestations, en particulier le professeur Maxime Schwartz, qui est parmi nous. Et le sujet que je vais aborder ce soir, c'est maladies disparues, oubliées, en évolution, et surtout maladies émergentes. Vous savez, durant mes études de médecine, c'est pas tout neuf, à vrai dire, pour ne rien vous cacher, on ne nous parlait absolument pas d'une évolution. Les enseignants n'évoquaient absolument pas la notion d'évolution des maladies infectieuses. En tout cas, on n'y insistait pas. Tout semblait figé, immuable. Les maladies étaient comme ça, et puis un poids c'est tout, et ça ne bougeait pas. On ne m'entend pas très bien. Ah. Vous avez un chat dans la gorge. Oui, mais il habite là depuis longtemps. Je le connais. Et c'est comme ça. Bon, or, contrairement à ce que nous pensions à l'époque, alors que les maladies infectieuses, à ce moment-là, je vous parle d'il y a à peu près 50 ans, un peu plus de 50 ans, les maladies infectieuses ne paraissaient pas plus guère menaçantes. Et contrairement donc à ce que nous pensions à l'époque, eh bien, force est de reconnaître que les maladies infectieuses reviennent en force, elles ne sont pas jugulées, elles reviennent sur le devant de la scène avec un peu comme un désir de se venger de ce qu'on leur a fait subir. Donc, d'une façon plus générale, qu'on le veuille ou non, le monde n'en finit pas de changer, chacun le sait, et de plus en plus vite. Alors on peut s'en réjouir, on peut le déplorer, mais enfin, c'est comme ça. Et cela nous concerne tous. Les changements portent en effet sur tous les éléments de notre vie, sur notre mode de vie, notre cadre de vie, nos comportements et notre façon aussi de voir le monde. Et même nous voyons nos maladies se modifier. Alors il y a des maladies infectieuses qui disparaissent, parfois, pas beaucoup. Il y a des maladies, beaucoup, qui évoluent, c'est-à-dire qui changent d'aspect clinique, qui changent d'aspect épidémiologique, qui voient leur incidence diminuer ou augmenter. Et puis d'autres qui semblent, je dis bien semblent, apparaître. On dit aujourd'hui souvent qu'elles émergent. Ce concept d'émergence, il est pas du tout nouveau. Et le terme même s'emploie maintenant pour un peu n'importe quoi. Il y a des pays émergents, il y a des artistes émergents, il y a tout ce que vous voulez. Mais c'est un fait, il y a donc ce qu'on pense être des maladies émergentes. C'est que les systèmes épidémiologiques des maladies infectieuses, ce sont des systèmes biologiques. Et tous les systèmes biologiques évoluent. C'est une caractéristique du vivant, en fait. Et cette évolution des maladies infectieuses, à mon sens, c'est un des chapitres les plus intéressants, les plus passionnants de la médecine et plus largement de la biologie. Donc je vais aborder en premier lieu des maladies disparues, ou souvent oubliées, j'en dirai quelques mots, et puis celles qui évoluent, qui changent d'aspect, qui régressent ou qui augmentent, et puis enfin des maladies émergentes. Là, évidemment, je m'y attarderai un petit peu plus. Alors, des maladies infectieuses disparues. Il y a des maladies qu'on a très mal connues, qui ont disparu déjà il y a pas mal de temps pour des raisons inconnues. Et en particulier, je prendrai juste les deux exemples qui sont les suites. C'est des maladies infectieuses, certainement, mais on ne sait pas à quoi elles sont dues, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'isoler l'agent infectieux. Ce sont des maladies qui sont caractérisées par des fièvres, des sueurs, d'où le nom de suette, bien entendu, avec une évolution rapide. On en distingue deux. Il y a la suette anglaise, qui sévissait en Angleterre par épidémie, et parfois
ça atteignait le reste de l'Europe, l'Angleterre faisant partie de l'Europe à cette époque, avec une mortalité élevée, plus de 50% de morts en 2, 3, 4 jours. C'était vraiment des épidémies épouvantables. Et puis une autre maladie très proche, la suette miliaire, qui s'est vue essentiellement en France, là aussi épidémique, avec en gros les mêmes symptômes, mais une mortalité plus faible. Ces maladies ont totalement disparu, puisque vous voyez que la suette anglaise c'était au XVe, XVIe siècle, et la suette miliaire a tout de même persisté par épidémie, donc jusqu'en 1906. La dernière épidémie remonte à 1906. On ne sait pas ce que c'est, ça a totalement disparu. Et puis, il y a des maladies qui ont disparu grâce aux mesures sanitaires qui ont pu être prises, et en particulier aux vaccinations. Il y en a 2 que l'on peut citer. Il y a d'abord la variole, bien entendu, une maladie absolument épouvantable par les ravages qu'elle causait, qui a disparu en 1977, qui a été officiellement déclarée éradiquée en 1980. Et puis une maladie animale, qui est la peste bovine, qui faisait des ravages considérables, notamment en Afrique, qui a, là encore par la vaccination, été officiellement éradiquée en 2011. Éradiquée, ça veut dire qu'on l'a supprimée totalement de la planète. C'est une maladie qui, en principe, n'existe plus. Alors évidemment, y a-t-il des risques? C'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que vraiment ces maladies ont totalement disparu? L'éradication est-elle vraiment totale? Il y a, dans certains cas, des souches conservées en laboratoire, et puis certains évoquent la biologie de synthèse qui permettrait de refabriquer ce genre de virus. Bon, pour l'instant, on les considère comme, bien entendu, éradiqués. Des maladies qui sont en évolution. Les maladies en évolution, c'est-à-dire qu'elles subissent des modifications, des diminutions ou des augmentations d'incidence. Des modifications du tableau clinique, par exemple. C'est des maladies qui changent de visage avec le temps. On en a beaucoup d'exemples. On en a la syphilis, qui est devenue beaucoup plus chronique qu'elle ne l'était autrefois. Il y a la dengue, qui est devenue, dans certains cas, des dengues compliquées, hémorragiques, ce que ne voyait jamais autrefois. Certains tableaux cliniques ont presque totalement disparu. On ne voit plus, au moins dans certains pays, de mal de pote, très peu. On ne voit plus de tabès, une complication de la syphilis, très peu. La maladie de Brill-Zinsser, qui est une forme particulière, légère du typhus, on n'en voit plus. Bref, des maladies qui se sont modifiées. Des maladies en régression. En régression générale partout, ou bien locale dans certains pays, voire en diminution. Elles peuvent disparaître de certaines régions, et dans ce cas-là, on ne parle pas d'éradication, mais d'élimination d'une région. Il faut faire très attention à cette différence, elle est importante. Alors, soit à cause de modifications écologiques, les disparitions par exemple d'espèces animales qui servaient de réservoir, ou des disparitions d'écosystèmes, soit par action sanitaire, bien sûr, ça c'est les conséquences de l'hygiène, des techniques de surveillance et de contrôle. Par exemple, le paludisme en Europe a disparu. Par exemple, la peste en Europe a disparu. Actuellement, la peste persiste, bien sûr, mais elle est dans tous les continents, sauf l'Europe. Donc c'est une élimination d'Europe. La polio qui est en train de disparaître, le typhus aussi, la diphtérie aussi, pour autant qu'on maintienne les campagnes de vaccination. La fièvre, la maladie du sommeil qui diminue beaucoup. Bref, il y a des maladies qui sont en diminution. Très rapidement, malheureusement, ces maladies qui disparaissent dans certains endroits, ou au moins qui n'ont plus beaucoup d'importance, sont très vite oubliées. Et très vite oubliées, ces oublis sont dangereux, parce qu'il y a risque de réémergence, parce qu'immédiatement, on relâche les mesures de surveillance ou les mesures
de contrôle. Et puis, il y a des maladies qui sont en augmentation, au moins dans certaines régions et temporairement, sont des maladies connues, mais qui réapparaissent. Alors, il y a plusieurs causes, bien entendu, à cela, des raisons techniques, en particulier des résistances aux antibiotiques, par exemple, bien sûr. Résistance au traitement d'une façon plus générale, il n'y a pas que le cas des antibiotiques, il y a résistance, par exemple, pour le paludisme, résistance au traitement antipaludique, soit à la suite de mauvaise gouvernance, disons-le, économique et politique, c'est-à-dire l'insuffisance de l'action sanitaire, de l'insuffisance de couverture médicale, insuffisance de médicaments, insuffisance des tests de diagnostic, insuffisance de suivi post-thérapeutique, insuffisance de vaccination, insuffisance d'éducation sanitaire, d'hygiène, de lutte contre les vecteurs, insuffisance de surveillance, etc., etc. Bref, ce sont des facteurs qui, bien entendu, favorisent la réémergence de maladies dans un certain nombre de pays, et ces maladies sont donc malheureusement négligées. Un exemple, la rougeole dans beaucoup de pays, dont la France, la diphtérie quand on arrête de vacciner, la typhoïde aussi, la dengue, etc., etc. Cela crée des situations dangereuses. Et puis, il y a les maladies émergentes, sur lesquelles, évidemment, j'insisterai davantage, parce que c'est un problème important, c'est un problème fréquent, c'est un problème qui est très actuel, et malheureusement aussi, c'est un problème d'avenir, il ne faut pas se leurrer. Ici aussi, l'évolution tend à s'accélérer. Alors, d'emblée, il y a un certain nombre de questions qui se posent dès qu'on parle de maladies émergentes. D'abord, qu'est-ce que c'est? On va venir sur ces différentes questions. Ensuite, est-ce qu'elles sont plus fréquentes et plus graves qu'autrefois? Ensuite, quels sont les mécanismes de ces émergences? Quel est le rôle de l'homme dans ces affaires-là? Est-ce que les émergences vont continuer à survenir? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maladie émergente? Bon, comme toujours, vous savez, en biologie, les difficultés apparaissent dès qu'il s'agit de donner une définition précise. On entend souvent dire une maladie émergente, c'est une maladie nouvelle. Non, la question en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Le terme émergence recouvre des situations qui sont très diverses. Dans une acception étroite de ce terme, une maladie émergente, c'est une maladie de connaissance nouvelle, ce qui est tout à fait différent, qui était inconnue jusque-là par conséquent. Et on découvre tous les jours, vous savez, des microbes pathogènes inconnus jusqu'alors, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'ils soient réellement nouveaux. Simplement, on ne les avait pas vus. Et le développement actuellement extraordinaire de toutes les techniques qui sont utilisées pour détecter et pour identifier des bactéries, des virus, etc., ne peut que multiplier ce genre de découvertes. Dans une acception un peu plus large, à tort ou à raison, ça peut donner lieu à des discussions absolument sans fin, on appelle souvent maladie émergente une maladie déjà connue, mais qui tout d'un coup présente une expansion nouvelle qui envahit une région qui jusque-là en était indemne. Par exemple, lorsque la fièvre jaune est arrivée sur le continent américain, alors qu'il n'y en avait pas du tout avant la traite des esclaves. Par exemple, lorsque la peste est arrivée aussi aux États-Unis en 1900, alors qu'il n'y en avait pas du tout sur le continent américain. Ça, ce sont des émergences locales de maladies. Ou plus récemment, par exemple, le virus chikungunya, lorsqu'il s'est répandu dans les îles de l'océan Indien. Nous, on l'a connu parce qu'il arrivait à La Réunion, ce qui est français, mais il n'y a pas que La Réunion qui était concernée. Ou le virus Zika, quand il est allé se promener dans le Pacifique, en Amérique, etc. Donc, c'est une expansion nouvelle. Ou bien, ça peut aussi correspondre à une maladie qui prend tout d'un coup un nouveau visage. Par exemple, quand apparaît effectivement une résistance d'un microbe à un traitement habituel, ou bien encore d'un nouveau tableau clinique
Par exemple, je prends le cas de la dengue que j'ai cité tout à l'heure, qui a été pendant très longtemps une maladie tout à fait, je dirais, bénigne, et qui tout d'un coup a présenté des formes hémorragiques, donc une émergence de dengue hémorragique ou de différentes formes graves, et qui en plus, c'est une maladie qui s'est répandue à partir de l'Asie du Sud-Est essentiellement, dans pratiquement le monde entier, toutes les régions tropicales et subtropicales, donc là encore, émergence de la dengue dans des pays qui jusque-là ne la connaissaient pas. Donc, maladie nouvelle, non. Le plus souvent, non. Mais de connaissances nouvelles ou présentant des modalités cliniques ou épidémiologiques nouvelles. En fait, l'idée générale, voyez-vous, que recouvre l'émergence, c'est que brusquement, il se passe quelque chose de nouveau. Une situation nouvelle qui s'est créée et qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir comprendre et à laquelle il va falloir faire face. Alors les maladies émergentes sont-elles devenues plus fréquentes et plus graves? Bon, les émergences, bien entendu, elles ont toujours existé. Les phénomènes épidémiques inhabituels, comme ça, inattendus, ont toujours marqué l'histoire des hommes. Mais en fait, on peut penser que la grande majorité des maladies émergentes, d'abord, est d'origine animale. Ça, c'est maintenant bien clair. De toute façon, chacune de nos maladies infectieuses, elle a bien dû émerger un jour ou l'autre quelque part. Il faut dire aussi que la conjonction des techniques de détection, qui sont de plus en plus performantes, et le développement des techniques de communication, fait que nous avons connaissance beaucoup plus souvent et beaucoup plus rapidement des phénomènes d'émergence. Autrefois, quand une maladie émergeait à l'autre bout du globe, on l'apprenait par un entrefilet dans les journaux 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ou parfois on ne l'apprenait pas du tout. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente, puisqu'en quelques heures, on est au courant de ce qui se passe à l'autre bout de la Terre. Bon. Donc, ceci dit, il semble bien, néanmoins, que les émergences sont effectivement de plus en plus fréquentes. Alors pourquoi? Pour tenter de répondre à cette question, il faut se pencher sur les mécanismes qui sont en cause et essayer de les comprendre, ce qu'on va faire dans un instant. Sont-elles par ailleurs plus graves? Peut-être, en effet, pour plusieurs raisons. D'abord, le nombre de personnes touchées et le nombre de morts. Cela peut être dû tout simplement, au moins dans certains cas, à la densité de population qui a augmenté. Surtout en ville, bien sûr. En termes de gravité clinique, ça peut provenir des difficultés de traitement qu'on rencontre et qu'on ne rencontrait pas autrefois. Et pour ce qui est des conséquences économiques, ça tient au coût des mesures de santé et aux entraves qu'elles placent au commerce international. Donc, il en résulte des véritables crises sanitaires qui sont nationales, qui sont régionales, qui peuvent être internationales, mondiales. Souvenez-vous, chez l'homme, l'histoire de la vache folle, l'histoire du SRAS, l'histoire de Zika, etc. Et même seulement en cas de menace, par exemple, dans le cas des grippes aviaires, cela entraîne des conséquences économiques qui peuvent être très importantes. Donc on en connaît beaucoup de ces formes qui sont relativement graves chez l'homme, mais bien sûr aussi chez les animaux, puisque le même phénomène existe chez les animaux. Par exemple, en France, il y a la fièvre catarrhalovine qui a émergé il y a quelques années. En Europe, il y a un virus de connaissance récente qui est le virus Schmallenberg, qui donne des malformations chez les animaux, ça pose des problèmes très importants. Mais même les animaux sauvages sont exposés à des maladies émergentes. Nous avons par exemple les chauves-souris, actuellement sur le continent américain, qui souffrent d'une maladie qu'on appelle le nez blanc. Nous avons les batraciens, les grenouilles, les crapauds, les tritons qui sont en train de disparaître à la suite d'infections par des champignons qu'on ne connaissait absolument pas. Tout ça est relativement nouveau, enfin ça a 3-4 ans. Bon. Donc même les maladies, même les animaux domestiques
et les animaux sauvages ont des maladies émergentes. Alors, sont-elles, une autre question qu'on entend souvent, sont-elles plus fréquentes sous les tropiques? Est-ce que ces maladies émergentes, ce sont des maladies tropicales qu'on ne voit pas chez nous, ou bien est-ce qu'il y en a partout? Bon, elles sont sans doute plus fréquentes sous les tropiques pour deux raisons. D'abord parce que la biodiversité y est beaucoup plus riche, et d'autre part parce que dans beaucoup des pays tropicaux, les conditions sanitaires sont plus propices à la dissémination des germes, la détection y est plus difficile, la réaction y est aussi plus lente, donc tout ça, évidemment, ça favorise l'émergence. Mais nous en avons aussi dans les pays développés, il y en a en fait partout, notamment celles qui sont, par exemple, liées à certaines technologies. Je pense à la légionellose qui est liée à des installations de climatisation, des tours refroidissantes, des hôtels, etc. Ça, c'est quelque chose que l'on voit chez nous et qui a émergé il y a quelques dizaines d'années. Alors, quels sont les mécanismes des émergences? Vous savez, lorsque une maladie apparemment nouvelle survient, qu'elle soit humaine ou animale, ce qui impressionne le plus les gens, finalement, outre le caractère apparemment nouveau, c'est sa survenue qui est totalement imprévue, sinon imprévisible, c'est la rapidité de la propagation et la mortalité qui est souvent élevée, puisque ça concerne une population qui était vierge, qui n'avait aucune immunité jusque-là. Et alors, tout comme autrefois, les mêmes questions reviennent éternellement. Pourquoi ici et pas là? Pourquoi maintenant et pas à un autre moment? Pourquoi chez cette espèce, pour ce qui nous concerne chez l'homme, et pas une autre? Pourquoi dans la population, tel individu est touché et pas tel autre? Bon, on ne sait pas toujours répondre à ces questions, malheureusement, qui ne sont pas des questions faciles. Mais en tout cas, c'est que les mécanismes et les facteurs qui sont à l'origine des émergences sont très nombreux, sont complexes, sont souvent associés, intriqués les uns avec les autres. Mais néanmoins, on peut dire que pour une large part, ils tiennent aux modifications écologiques qui sont liées au développement des activités humaines et au changement dans nos comportements. Et à cet égard, il convient de retenir en premier lieu, en fait, le rôle joué par la poussée démographique et les modifications des écosystèmes que cela entraîne. D'abord, l'altération des écosystèmes, des milieux naturels. C'est la déforestation, c'est les reforestations, c'est des assèchements de zones humides. La fragmentation des écosystèmes, c'est un facteur important pour les besoins de l'agriculture, pour les besoins de l'élevage. Ce sont des facteurs qui sont de plus en plus nombreux, tout le monde le sait, des modifications qui sont profondes, qui sont rapides et qui entraînent des modifications dans la répartition, dans la densité des animaux qui servent de réservoir, des vecteurs et surtout qui créent de nouveaux contacts écologiques permettant à l'homme de s'introduire dans des cycles qui sont normalement des cycles sauvages, forestiers par exemple, qui n'impliquent habituellement que des animaux sauvages. Quand on pénètre dans un milieu où il y a jusque-là très peu de monde, eh bien, on risque d'entrer, par inadvertance bien sûr, dans des cycles sauvages de différents microbes. Mais il faut citer aussi dans ces modifications l'irrigation, les cultures irriguées, les barrages, les pratiques agro-pastorales relativement récentes, en particulier les élevages intensifs industriels, qui s'y prêtent bien, à cause de la densité des animaux et surtout de leur homogénéité génétique. C'est-à-dire que quand un virus, par exemple, entre dans des batteries où il y a des dizaines de milliers de volailles, de deux choses l'une, où le virus n'arrive pas à infecter un ou deux individus, on n'entend pas parler, ou bien s'il infecte un individu, il va très rapidement en infecter 10 000, puisqu'ils sont tous pareils sur le plan génétique, ils sont tous réceptifs.
Un autre facteur, c'est la mobilité. Les déplacements anthropiques des animaux, enfin des hommes bien sûr, des animaux, des marchandises, des vecteurs aussi par la même occasion, des animaux commensaux en plus des animaux domestiques. Mais il faut bien voir que l'espèce la plus envahissante, c'est l'homme. Et par l'augmentation des échanges, par l'augmentation des voyages, en termes de fréquence, en termes d'itinéraire, en termes de distance et surtout en termes de vitesse. Il n'y a plus de frontières, il n'y a jamais eu de frontières et de visas nécessaires pour que les virus voyagent. Il n'y a plus de quarantaine, ça n'est pas à la mode. On vit vraiment dans un, comme disait André Siegfried, dans un marché commun des microbes actuellement. Et puis il y a le climat, les modifications du climat, changement climatique. Ça, c'est un sujet qui est très à la mode, qui inquiète tout le monde, dans lequel on entend énormément d'approximations. Il y a beaucoup de spéculations. Quand on dit la température augmente, oui, bon, peut-être, mais quelle température? Est-ce que c'est la température d'hiver, la température d'été, la température de la nuit, la température du jour, etc. En général, on ne précise pas, alors ça ne veut rien dire. Et surtout avec quelle humidité, parce qu'il n'y a pas que la température qui joue. D'ailleurs, il ne faut pas dire réchauffement climatique, ce qui sous-entendrait qu'il n'y a que la température qui se modifie. Il faut dire changement climatique. Tous les facteurs climatiques sont très étroitement reliés les uns aux autres. Dès qu'il y en a un qui bouge, tous les autres bougent. Donc il y a aussi l'humidité, il y a aussi la pression atmosphérique, il y a aussi les vents, il y a aussi les courants, il y a aussi tout ce que vous voulez. Et puis donc ça donne beaucoup d'incertitudes sur les conséquences prévisibles. Et puis il y a notre méconnaissance en matière d'épidémiologie, et notamment le fait, heureusement d'ailleurs, qu'on ne peut pas expérimenter pour essayer de prévoir les effets. Heureusement, on ne sait pas changer le climat dans une région, parce que alors là, ce serait le con. Mais en tout cas, ça risque d'entraîner effectivement de nouveaux contacts, de nouveaux équilibres, de nouveaux cycles de circulation des microbes, et donc de nouveaux risques. Donc il y a de très nombreux facteurs qui sont en jeu. C'est un sujet très complexe, celui des maladies émergentes, et il y a beaucoup de rumeurs, notamment pour ce qui est du climat. Donc un sujet avec beaucoup d'inconnus, mais en pratique, comment ça se passe? Quand une émergence survient, c'est un phénomène qui se passe en 3 phases successives dans le temps. D'abord, l'émergence potentielle, ensuite la réussite émergentielle, et ensuite la dissémination. Alors d'abord l'émergence potentielle. C'est un phénomène biologique, ponctuel, qui survient, qui est brusque, qui est localisé. Donc quelque chose de nouveau, là encore, bien sûr, qui peut être le point de départ d'une émergence, mais pas toujours, hein. C'est une émergence potentielle seulement, pour l'instant. Alors ça peut concerner quoi? Ça peut concerner d'abord le microbe, un variant d'un agent infectieux, un agent infectieux déjà connu, mais un variant nouveau qui apparaît. Ça peut être le passage sur un nouvel hôte, une maladie animale par exemple qui tout d'un coup passe sur homme. Ça peut être le passage d'un germe de l'environnement, le passage sur homme d'un germe qui vient de l'environnement. Ça peut être l'introduction d'un agent infectieux dans une nouvelle zone, ce qu'on appelle une bioinvasion. J'en ai déjà cité plusieurs. Et ça peut être effectivement de temps en temps l'apparition d'un nouvel agent, un agent infectieux, un virus, une bactérie, qui est réellement nouveau par réassortiment, etc. Ça, c'est un cas tout à fait rare et qui est en fait très difficile à démontrer. L'émergence potentielle peut encore concerner le vecteur lorsqu'il s'agit d'une maladie à vecteur, c'est-à-dire d'une maladie transmise par un insecte ou par un acarien. Ça peut être l'apparition d'un variant d'un vecteur. Un variant d'un vecteur, c'est-à-dire qu'il y a un vecteur qui tout d'un coup prend une biologie un petit peu
différente de sa biologie habituelle, ou bien une introduction d'un vecteur dans une zone où il n'existait pas jusque-là. Tout le monde entend parler tous les jours ou presque d'Aedes albopictus, qu'on connaît parfois sous le nom de moustique tigre. C'est un moustique qui débarque chez nous, qui a débarqué chez nous depuis quelques années, puis qui s'étend. Bon, très bien, pour l'instant, en France, il ne transmet rien, pratiquement rien, mais c'est un risque, donc c'est un facteur d'émergence potentielle. Et puis, l'émergence potentielle peut concerner un hôte vertébré. C'est la pullulation soudaine, pour une raison ou pour une autre, d'un réservoir ou d'un amplificateur, ou bien, là encore, une bioinvasion, c'est-à-dire un vertébré qui, tout d'un coup, arrive dans une zone où il n'existait pas jusqu'alors. Et évidemment, quand il arrive quelque part, il arrive avec tout son cortège de parasites, de virus, de tiques, etc., etc. Donc, il se passe quelque chose. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est que de tels événements, de ceux que je viens de citer, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Ça arrive absolument sur tous les continents, tous les jours. Mais le plus souvent, tout en reste là, il ne se passe rien. L'émergence est restée potentielle et puis ça ne marche pas, si je puis dire. Pour la nature, c'est un échec, si vous voulez. Mais elle reste méconnue, on ne s'en aperçoit pas puisqu'il ne se passe rien. C'est que pour que l'émergence réussisse, qu'on passe à la deuxième phase, la réussite émergentielle, eh bien, il faut qu'il y ait un contexte local qui soit favorable. Donc, l'événement initial dont je parlais est suivi d'une amplification de l'agent infectieux et d'une circulation de cet agent infectieux, c'est-à-dire qu'il faut pour ça qu'il y ait des organismes hôtes qui puissent être infectés, qui puissent permettre sa persistance, sa reproduction, et qu'ils puissent se transmettre sur un mode épidémique ou non. Donc tout ça, ce sont des conditions qui ne sont pas souvent remplies. Ça suppose une association de plusieurs phénomènes, par exemple l'apparition d'un variant, plus son introduction, plus une population locale naïve, comme on dit, c'est-à-dire non immune, plus une bioinvasion de vecteurs, plus une adaptation à de nouveaux hôtes, etc., etc. Regardez par exemple l'émergence du virus chikungunya dont je parlais tout à l'heure sur l'île de la Réunion. Ce virus, c'est un virus africain, c'est un virus qui circule normalement parmi les singes par l'intermédiaire d'un moustique qui s'appelle Aedes aegypti. Il se trouve qu'un voyageur infecté a introduit le virus sur l'île de la Réunion. Normalement, il n'aurait rien dû se passer. Il n'y a pas de singe, il n'y a pas de vecteur, etc. Or, il y a eu un variant de ce virus, c'est-à-dire que ce virus, il a une protéine qui a un petit peu changé et il s'est adapté à un moustique local qui est Aedes albopictus, que je citais tout à l'heure, qui a pu servir de vecteur. La population humaine était un bon hôte a priori, puisqu'elle n'a jamais été touchée par ce virus, donc tous les sujets sont réceptifs. À ce moment-là, bien entendu, on a eu une épidémie. Mais si le virus n'avait pas eu l'idée de changer une de ses protéines quelque part, un gène dans ses protéines, eh bien, ça n'aurait jamais marché et personne ne s'en serait aperçu. Donc, il y a un enclenchement d'un cycle nouveau. À ce moment-là, il y a un foyer de transmission qui se crée de manière temporaire ou de manière éventuellement définitive, ce qui présente une menace, qui est une menace localisée dans un territoire où le vecteur, le microbe, etc., est arrivé. Donc il y a des cas cliniques, pour ce qui est des maladies humaines, qui vont se présenter. Ça va plus ou moins rapidement attirer l'attention, du moins chez l'homme ou chez les animaux domestiques, parce que ce qui se passe chez les animaux sauvages, on l'ignore.
Et tout ceci dépend des possibilités de détection. À ce stade, on peut souvent encore intervenir si on arrive à détecter l'affaire précocement. Une intervention rapide peut permettre souvent de s'en sortir, si je puis dire, ou en tout cas de limiter les dégâts en contenant l'émergence. Mais encore une fois, il faut bien se rendre compte que des tentatives d'émergence, la nature en fait tous les jours. Dans l'immense majorité des cas, elle se solde par un échec. Heureusement, bien entendu. Mais la nature, bon, c'est un échec pour elle, mais la nature, elle a tout son temps. Elle recommencera quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard. Et un beau jour, les conditions locales seront favorables et l'affaire partira. On aura réellement une réussite émergentielle. Et puis la troisième phase, c'est la phase de dissémination, là où il y a expansion de la maladie en question. Donc ça se produit lorsque, à partir du foyer localisé de tout à l'heure, qui traduisait la réussite émergentielle, eh bien, le micro-organisme réussit à se disséminer sur une grande surface, soit de proche en proche, soit par saut, ça dépend de son mécanisme de transmission. Et à ce moment-là, eh bien, la menace s'élargit, bien entendu. La menace est étendue, elle devient nationale, elle devient régionale, elle devient planétaire éventuellement, et les mesures de contrôle précoces, souvent efficaces, comme je le disais tout à l'heure, pour un foyer restreint, vont devenir beaucoup plus difficiles à appliquer. Donc des circonstances, là encore, particulières sont nécessaires pour qu'ait lieu cette dissémination, qui résulte de l'action de facteurs naturels comme les migrations, comme les vents, soit surtout de facteurs anthropiques, notamment le développement des déplacements et des échanges internationaux. On est dans la mondialisation, en fait. Ça n'est pas une conséquence de la mondialisation, c'est à l'intérieur même, ça fait partie de la mondialisation, cette mondialisation des germes infectieux. Et donc, éventuellement, le microbe qui se répand un peu partout va s'y installer définitivement. Bon, encore une fois, c'est relativement rare, il ne faut pas dramatiser. Juste cette photo qui est relative à la dengue, qui est une maladie dont on parle quand même pas mal en ce moment. Vous voyez qu'il y a plusieurs types possibles d'émergence. La dengue, à l'origine, est due à des virus qui circulent parmi les singes en forêt, notamment en Asie, par l'intermédiaire de certains moustiques, qui sont des moustiques de forêt, qui piquent des singes et qui sont des bons vecteurs pour ces virus. Donc c'était une infection de singes, pas grave pour eux d'ailleurs en général, que personne ne connaissait bien entendu. Et puis cette maladie, elle est devenue humaine, rurale et sporadique, c'est-à-dire que par l'intermédiaire certainement de changements écologiques et notamment de déforestation, le virus est passé sur hommes, c'est-à-dire que des hommes se sont fait piquer par ces moustiques qui normalement ne piquaient que des singes parce qu'ils n'avaient guère que ça à se mettre sous la dent, à vrai dire. Et le virus est passé sur homme, dans des zones rurales, bien sûr, dans des zones de forêt, et sporadique, c'est-à-dire quelques cas par-ci, par-là, ou 2-3 cas groupés, ça n'était toujours pas très important, et en général, ça demeurait non détecté. Et puis, quelque temps plus tard, la maladie est devenue urbaine, c'est-à-dire que des gens des zones rurales ont apporté le virus en ville. Alors là, grande concentration d'hommes en milieu urbain, et grande concentration de moustiques aussi, de moustiques adaptés au milieu urbain, et en particulier d'Aedes aegypti, qui est un bon vecteur des virus de la dengue aussi, mais qui jusque-là n'avait pas l'occasion d'intervenir. Donc la dengue est devenue une maladie urbaine, beaucoup plus répandue, et endémo-épidémique, c'est-à-dire qu'il y a des vecteurs toute l'année. Aedes aegypti est présent toute l'année parce qu'il se développe dans les réserves d'eau des gens. Donc ces réserves d'eau existent toute l'année.
Donc il peut y avoir à ce moment-là en ville de la transmission de la dengue toute l'année. Et puis on a vu la dengue dans les années 50 changer d'aspect. Alors que jusque-là c'était une maladie relativement peu grave, enfin désagréable, très désagréable, mais qui durait 8 jours, on avait 8 jours de fièvre, des douleurs, etc. Bon, très bien. Tout d'un coup, elle a changé de visage et on a vu apparaître des complications qu'on ne connaissait pas jusque-là, et notamment des complications hémorragiques. Graves, éventuellement mortelles, surtout chez l'enfant. Toujours en ville. Et puis, des villes du sud-est asiatique, puisque c'est là que ça se passait, comme Bangkok, Singapour, etc., ce virus s'est répandu dans tout le monde tropical et subtropical par l'intermédiaire des hommes voyageurs, bien entendu, de sorte qu'actuellement, on a de la dengue éventuellement compliquée partout. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs types d'émergence. On a vu une émergence d'une maladie humaine à partir d'une maladie de singe, une maladie rurale au début. On a vu l'émergence d'une maladie urbaine, notamment en changeant de vecteur. On a vu l'émergence d'une maladie hémorragique qui change de tableau clinique. Et puis on a vu une émergence sur le plan géographique de la dengue qui s'est répandue un peu partout. Donc différents types d'émergence pour une même maladie. Alors, est-ce que ça va continuer, cette affaire-là? La réponse est évidente. Oui, bien sûr que ça va continuer. On ne voit pas surtout pourquoi ça ne continuerait pas. C'est ça la vraie question. Ça va continuer puisque tous les facteurs dont je vous ai parlé vont continuer à s'exercer et même probablement à s'aggraver. Sans doute le climat, certainement l'urbanisation, certainement les déplacements. Donc il faut qu'on se fasse à cette idée, c'est comme ça. On ne va pas pouvoir résister à la mondialisation sous prétexte qu'il y a des moustiques ou des tiques qui transmettent des virus ou des bactéries. Bon, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, écoutez, je n'aurai pas le temps de me lancer dans cette affaire, parce que ça peut être long. En gros, il y a deux attitudes qui ne sont pas exclusives d'ailleurs, qu'on peut retenir. Une attitude qui est tentée de prévoir et tentée de prévenir les émergences. La prévention ici, c'est essentiel. D'abord, c'est une nécessité technique, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, et c'est un impératif moral, puisque, en tout cas à mon sens, quand on a la possibilité d'éviter des maladies, on doit mettre en œuvre ces techniques. Donc, dans toute la mesure du possible, il faut pouvoir arrêter à temps, je dis bien à temps, ces associations de malfaiteurs, en quelque sorte, un microbe, un rongeur, un moustique, etc., qui, ensemble, s'arrangent pour faire un cycle pour le microbe qui lui convient. Donc, il faut arrêter ça et éviter de se trouver forcé de réagir après coup. Parce que, vous savez, en santé publique, après coup, c'est trop tard. Ça, c'est bien clair. Donc, il faut vraiment, vraiment être très rapide et détecter tout de suite qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, d'anormal, de nouveau. Ceci dit, il y a une autre attitude, c'est que tout n'étant pas prévisible, malheureusement, dans l'état actuel de nos connaissances, comme on dit, eh bien, il va falloir se préparer à un risque imprévisible et inévitable. Imprévisible dans sa date et imprévisible dans sa nature. Donc il y a, je crois, 4 axes à développer pour ça. Il y a une veille sanitaire efficace, préparer des interventions spécifiques, ciblées, augmenter notre effort de recherche et augmenter notre effort de formation pour faire tout ça, justement. La veille microbiologique, vous savez, on peut se demander comment mieux surveiller les situations épidémiologiques, comment détecter plus tôt les menaces, toutes les menaces. S'il n'y a pas de surveillance efficace, il faut bien voir comment les choses se passent.
s'il n'y a pas vraiment de surveillance efficace, ça veut dire que les diagnostics, ils sont tardifs, trop tardifs. C'est-à-dire que l'alerte est déclenchée avec retard. C'est-à-dire que les mesures qui auraient pu être efficaces si elles étaient utilisées précocement n'aboutissent plus aux résultats escomptés. Ça veut dire que les autorités ne maîtrisent pas la situation et dès lors la population s'inquiète et des conduites irrationnelles apparaissent. Or, dans bien des cas, je l'ai déjà dit, on aurait des moyens techniques de faire face, pas toujours, dans bien des cas, de faire face si l'émergence était identifiée et évaluée à temps. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on augmente considérablement notre effort. On pourra revenir si vous avez des questions sur là-dessus. Il faut faire, comme on dit, il faut faire du renseignement, si vous voulez. Il faut être beaucoup plus efficace, il faut monter un véritable Interpol épidémiologique pour qu'on sache bien ce qui se passe. Et diffuser les résultats, les données que l'on peut obtenir ici ou là, parce que ça intéresse tout le monde. Encore une fois, quelque chose qui apparaît inhabituel je sais pas, en Nouvelle-Zélande, par exemple, pour prendre quelque chose de loin, il ne faut jamais perdre de vue que ça peut nous arriver sur le coin de la figure en quelques heures. Donc, il faut absolument qu'on dispose de toutes les informations des uns et des autres. Ce n'est pas du tout le cas actuellement pour différentes raisons. Chacun sait bien qu'il y a un certain nombre de pays qui ne diffusent pas leurs données et au contraire qui les cachent soigneusement. Donc il faut faire du renseignement et je dirais même il faut faire de l'espionnage épidémiologique. On a des techniques pour ça. Ensuite, il faut prévoir des interventions ciblées, bien spécifiques. Et ça ne peut se faire que si on dispose de plans préétablis avant qu'on détecte quelque chose. Ce n'est pas au moment où une épidémie bizarre, inhabituelle, se déclenche qu'il faut commencer à papoter, à réunir des experts, à faire des tables rondes, qu'est-ce que ça peut être, on fait des cellules de crise. Pendant ce temps-là, il y a des journées et des journées qui se passent sans qu'on fasse quoi que ce soit. Ben, on ne sait pas quoi faire, les avis sont différents. Non, il faut avoir des plans préétablis pour faire face à toutes les situations possibles. Et puis, il faut, d'ailleurs, dans ce même chapitre, je dirais qu'il faut renforcer considérablement l'éducation sanitaire. C'est valable pour notre pays, beaucoup, c'est valable pour tous les pays. L'éducation sanitaire, c'est absolument essentiel. Il y a des choses, dans tous les cas de figure, qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, qu'il ne faut pas faire, il faut le savoir. L'éducation sanitaire, c'est quelque chose qui est très compliqué, surtout quand il s'agit de promouvoir l'éducation sanitaire dans un pays qui n'est pas le vôtre, avec des gens qui ne parlent pas votre langue et qui n'ont pas du tout les mêmes mœurs et les mêmes habitudes. Il faut s'adresser aux enfants, avant tout, parce que les enfants sont réceptifs à ce qu'on leur dit. Les enfants croient ce que leur dit leur maître, etc. Et après, c'est les enfants qui vont faire l'éducation sanitaire de leurs parents. Dans beaucoup de cas, ça marche beaucoup mieux. Renforcer la recherche, c'est une évidence. Il y a énormément d'inconnus dans tout ce que je vous ai raconté. Par conséquent, c'est absolument indispensable. Et bien sûr, renforcer la formation, c'est indispensable pour faire tout ce que je viens de dire. C'est non seulement indispensable, c'est urgent. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Oui. Donc, la conclusion générale que je pourrais donner sur les maladies émergentes, eh bien, il y en a plusieurs, il y en a 7. Il y a 7 messages, si vous voulez, à faire passer, pour résumer la situation. Premièrement, l'origine animale. La plupart, et je ne serais pas éloigné de penser toutes,
les maladies infectieuses émergentes proviennent des animaux, et notamment de la faune sauvage, des chauves-souris, des oiseaux, des rongeurs, etc. On ignore pratiquement tout de la pathologie des animaux sauvages. On a beaucoup de mal à connaître la nôtre, on a beaucoup de mal à connaître celle des animaux domestiques. Les animaux sauvages, on ne connaît pas. Ben, il faut connaître. Deuxième conclusion, c'est qu'il y a énormément de virus, de parasites, de bactéries qui, à notre insu, circulent dans la nature et qui n'attendent en fait qu'un moment propice, une occasion favorable pour faire parler d'eux, en quelque sorte, en passant sur homme ou sur un de nos animaux. Ce n'est pas surprenant, c'est un aspect de la biodiversité. C'est comme ça, mais ce n'est pas rassurant non plus, je reconnais. C'est un fait. Ensuite, nous avons affaire à des systèmes biologiques qui sont extrêmement complexes, qui sont mal connus, pour lesquels il faut le concours de spécialistes de différentes disciplines pour comprendre. Vous savez, la circulation d'un agent infectieux dans la nature, ça s'analyse en termes de contact, de réaction de défense, d'évolution et de coadaptation. Donc ça nécessite une approche écologique, j'oserais même dire une approche de naturaliste pour comprendre. Ça veut dire qu'il faut replacer la maladie infectieuse dans son cadre naturel, qui est celui de la biodiversité et de son évolution. Donc l'émergence, en fait, ce n'est que le reflet d'un changement dans l'histoire naturelle d'une maladie. Et puis, il faut savoir regarder évoluer la nature et puis regarder vivre les hommes un peu. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans son laboratoire qu'on va résoudre tout ce genre de problème. Le rôle de l'homme dans ces affaires est absolument crucial. Par ses activités, par sa technologie, par ses déplacements, par ses nouveaux comportements, l'adoption de nouvelles habitudes. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la mondialisation, les émergences de maladies infectieuses risquent de se poursuivre, comme je le disais tout à l'heure. Il faut qu'on se fasse à cette idée. La prévention est absolument indispensable. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous borner à gérer, comme on dit, dans l'urgence, les crises sanitaires, mais tenter de prévoir, tenter de prévenir et nous préparer à l'imprévisible. Ça suppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, une surveillance épidémiologique qui soit fine, qui soit de bonne qualité, qui soit permanente en tout cas. Il y a un problème qui est la multifactorialité des émergences. C'est un point essentiel. Une émergence n'a pratiquement jamais une cause unique. Elle est le résultat d'une conjonction de facteurs, d'un concours de circonstances en quelque sorte. Et on voit déjà, là encore, qu'on aura besoin de regrouper des spécialistes de différentes disciplines, différents champs du savoir. On a besoin d'un multiculturalisme scientifique, si vous voulez. Donc l'approche doit être multidisciplinaire. Ensuite, la complexité dont je parle, elle a deux conséquences par conséquent. C'est d'une part, ça dépasse et de loin les simples aspects médicaux, puisque tout est interconnecté. Il va falloir faire travailler ensemble des vétérinaires et des médecins, des épidémiologistes, des écologistes, des zoologistes de différents groupes. Suivant les cas, il va falloir avoir avec soi des ornithologues, il va falloir avec soi des entomologistes, il faut bien sûr des microbiologistes, il faut des spécialistes du développement, ça se passe souvent dans des pays en développement, des spécialistes d'hydrologie, d'agronomie tropicale, quand il s'agit de s'intéresser aux cultures irriguées, etc., de lutte contre les insectes, il faut des géographes, il faut des climatologues, il faut des sociologues, etc. Donc ça suppose
une coordination interdisciplinaire. On sort toujours au problème de barrière entre les disciplines, avec des gens qui ne peuvent pas toujours se voir en peinture. Et ça, c'est une autre difficulté, bien entendu. Et ça, à l'échelle régionale et même à l'échelle mondiale. Et avec des pays riches et des pays pauvres, pays très différents à tous égards, aux systèmes politiques différents. Ça, c'est vraiment un vrai défi de faire travailler ensemble tous ces gens-là. C'est pas gagné, il faut le reconnaître. Ça s'améliore, mais il y a encore beaucoup à faire. Et puis, il faut éviter surtout le catastrophisme. Les maladies émergentes, c'est embêtant, mais ce n'est pas elles qui vont faire disparaître l'humanité. Par contre, il y a nécessité de savoir s'adapter. Et il faut pour ça éviter les rumeurs et éviter les paniques. On entend des choses absolument ahurissantes à chaque émergence. Il faut absolument éviter ça. Donc, vous voyez que, en fait, les difficultés, elles ne sont pas seulement d'ordre médical. Bien sûr, c'est un problème médical, en médecine humaine ou en médecine vétérinaire. Mais pas seulement. C'est surtout les difficultés qu'on rencontre, surtout des difficultés d'ordre sociologique, d'ordre politique, d'ordre législatif, organisationnel, plus que médical ou strictement technique. Et on a besoin absolument du soutien des politiques. Et persuader les politiques, comme vous savez, ce n'est pas une chose facile. Hein, c'est un vrai défi. Ma dernière conclusion, c'est que la formation dont on a besoin est indispensable et urgente, je l'ai dit déjà, mais on ne le répétera jamais assez. Formation de microbiologistes, formation d'écologistes, formation de systématiciens, d'entomologistes, formation en génétique des populations, en biologie de l'évolution, en épidémiologie. Ce sont des disciplines qui sont beaucoup trop négligées, à tort, bien entendu. Il faut s'en occuper maintenant parce que plus tard, il sera trop tard. On est en train de perdre des savoirs actuellement, définitivement. Là encore, il faut, je crois, pour ça comme pour tout le reste, en fait, miser sur la volonté politique et sur l'intelligence humaine. Alors, mieux. Enfin, écoutez, soyez gentils, laissez-moi mes illusions, puisque j'y crois encore. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions qui vous turlupinent, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup. Donc maintenant, effectivement, nous allons passer aux questions. Alors, qui veut poser une question? Bonsoir. Vous nous avez parlé de techniques d'espionnage épidémiologique. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, s'il vous plaît? Oui, enfin, pas trop. Donc, espionnage épidémiologique, oui. En fait, c'est la connaissance des conditions épidémiologiques dans des pays autres que les nôtres, si vous voulez. C'est essentiellement ça. Il y a d'abord la connaissance des milieux écologiques. Il faut savoir comment ils fonctionnent et comment ils évoluent, c'est-à-dire en fait comment l'homme les évolue. On peut s'attendre à voir apparaître des choses bizarres quand on procède à la déforestation de larges zones ou à la reforestation ou à l'assèchement de zones humides ou bien encore à la fragmentation de certains milieux par des routes, des autoroutes, des chemins de fer, des canaux. C'est très important sur le plan génétique parce que ça isole des populations les unes des autres et elles dérivent et elles peuvent devenir réceptives ou peu ou moins réceptives à tel ou tel germe. Bon, ça, personne ne vient nous le dire. Si on ne va pas essayer de le savoir par nous-mêmes, on ne le trouvera pas. On ne le trouvera pas facilement, en tout cas. L'espionnage, proprement dit, l'espionnage épidémiologique, il n'est pas mauvais d'avoir
dans les organismes de ces pays un certain nombre de gens qui nous répercutent des informations, même non officiellement. On est au courant, enfin, certains sont au courant de ce qui peut se passer, qu'il y a une épidémie qui circule, dont on ne connaît pas bien la cause, mais qu'on soupçonne que ça peut être ceci, que ça peut être cela, dans telle province, de tel pays, etc. On a même alors on a aussi des systèmes où on utilise les satellites, bien entendu, qui permettent de voir des quantités de choses, même à travers la végétation, qui permettent de suivre les zones qui sont irriguées, qui sont inondées, qui sont de suivre l'état du bétail parmi les éleveurs, des zones qui sont plus ou moins peuplées, des villes qui s'étendent, etc. Tout ça attire l'attention. Aucun de ces signes tout seul n'est suffisant, mais on peut arriver à comprendre un petit peu comment évolue une situation. Et puis on utilise des drones aussi, bien sûr. Et puis on a l'étude, l'analyse des informations qui sont échangées à l'intérieur du pays, par exemple d'une province à une autre, ou des autorités sanitaires vers les autorités locales, provinciales, et le contraire, le feedback, ou bien entre les gens eux-mêmes. Vous savez, les informaticiens ont des quantités de techniques maintenant pour repérer un certain nombre de mots-clés en quelque sorte, et quand on les voit circuler avec une fréquence tout à fait inhabituelle de mots-clés qui se rapportent à une maladie, à des signes cliniques, etc., ça éveille l'attention. On essaye de savoir ce qui se passe. C'est une technique d'espionnage, en quelque sorte. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. Et l'urbanisation, est-ce qu'on peut mettre ça en lien avec l'industrialisation pour les maladies émergentes, comme par exemple l'alimentation qui change et le fait d'ajouter des produits chimiques, ça peut entraîner une maladie? Oui, au même sans produits chimiques. Il y a des changements dans l'alimentation, bien entendu, qui interviennent surtout dans nos sociétés, qui peuvent évidemment créer des crises sanitaires. Est-ce que c'est vraiment des émergences? Chaque cas peut se discuter. Vous savez, on a vu il y a quelque temps des entérobactéries qui étaient dues à des additifs alimentaires. On sait très bien dans l'industrie alimentaire ce qui se passe. Il peut y avoir par exemple des ruptures de chaîne de froid dans les transports. Il peut y avoir des conditions d'élevage aussi qui interviennent. Donc c'est sûr que ce genre de choses, ce sont des facteurs qui peuvent être propices à certaines émergences, bien sûr, inattendues dans un pays où normalement un germe ne devrait pas circuler. Oui, ça peut, bien sûr. Une question là. Merci beaucoup, monsieur. Merci Univers Science pour Pasteur qui était passionnant. Moi, j'ai une question mais pardonnez-moi vous tous, hein, parce que d'habitude, mais je vais vous poser une question. Moi, j'ai un de mes amis, il y a 15 jours, qui m'a dit j'ai la gale. Il avait des démangeaisons. Il m'a dit j'ai attrapé la gale, il y a une émergence de la gale. Est-ce que vous avez entendu parler de l'émergence de la gale? Oui. Il peut avoir attrapé la gale? Bien sûr, pourquoi pas. Moi, je croyais que la gale n'existait plus du tout, que c'était une maladie. Elle existe dans le monde entier. Et il n'y en a pas énormément. Il peut avoir attrapé la gale. Oui, bien sûr, oui. C'est possible. Ça n'existait plus. Je ne vous dis pas que c'est ça qu'il a, mais c'est possible. Donc, c'est possible. Oui. Pardonnez-moi, parce que on dit toujours, mais j'ai pas la gale. Merci, monsieur. Merci. Oui, c'est possible. Mais il peut avoir attrapé la gale. Il y a une émergence de la gale actuellement? Il y a une émergence de la gale assez généralisée, oui. Et oui, merci. Alors, qui veut le micro?
Merci pour la conférence. Vous avez parlé de perte de savoir définitif, donc ça n'a pas forcément de rapport avec... De perte de savoir définitif. Oui. Définitive. Et je voulais savoir de quoi vous parliez en fait. Perte de savoir définitive, je vais vous raconter. Il y a un exemple qui vient à l'esprit comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une maladie émergente dans les animaux chez les animaux domestiques en France, et plus généralement en Europe d'ailleurs, qui est la fièvre catarrhale ovine. C'est une maladie qui est due à un virus, à plusieurs virus en fait, on en connaît 25 ou 27 un peu différents, qui sont des variants d'un même virus. Et ces virus sont transmis d'un animal à l'autre par un insecte, qui est aculicoïde. En France, on n'avait aucune maladie transmise par culicoïde depuis bien longtemps. On sait que ces insectes transmettent d'autres maladies, outre-mer, etc. Bon, très bien, mais enfin, on n'avait rien en France. Donc en France, on ne s'intéressait absolument pas à ces insectes. Nous avions un spécialiste, et il est parti en retraite. Voilà. Alors on s'est trouvé devant un problème un peu gênant, c'est qu'on n'avait plus personne, non seulement bien sûr pour identifier les insectes en question, mais pour connaître leur biologie et pour savoir comment lutter contre eux. Il y a énormément d'espèces de culicoïdes, c'est un groupe zoologique important. Et donc, il a fallu on a été le rechercher dans sa retraite. Il a fallu qu'en quelques mois, il forme un ou deux jeunes qu'on a un petit peu poussé pour qu'ils s'intéressent à ce genre d'insectes. Hein? Non. Et puis, maintenant, on se débrouille, si vous voulez, mais ce ne sont pas vraiment des spécialistes. Ils ont 2-3 ans derrière eux. Pour former un bon spécialiste d'un groupe d'insectes, il faut une dizaine d'années. Donc, c'est l'exemple même d'un savoir qui était parti. Personne n'y a fait attention, bien entendu. Parti à la retraite, il n'a pas été remplacé. Dieu sait si c'est un cas fréquent. Et voilà. Et on en a très souvent des exemples de ce genre. Vous pensez qu'il faut former des gens, même si les maladies sont disparues, par exemple? Il faut quand même former des gens au cas où elles réapparaissent en dehors des maladies disparues que j'ai évoquées au tout début, et notamment de la variole et de la peste bovine, il n'y a pas de maladies qui ont réellement... Et des deux Suèdes, enfin ça c'est autre chose, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de maladie qui est réellement disparue. Donc c'est toujours bien de former des gens parce qu'on saura les utiliser. Pour ce qui est des deux maladies disparues, variole et peste bovine, on n'a peut-être pas besoin de former des spécialistes de ces maladies, mais il faudrait au moins quand même qu'on dispose de gens qui soient capables de les détecter immédiatement si par hasard, je ne pense pas, mais par hasard, ça repartait. Comme je disais, il y a quand même des pays qui ont des souches dans leur laboratoire, ce qui veut dire d'ailleurs qu'ils ont des gens qui savent, en principe, les manipuler et qui connaissent ces agents-là. Donc là, pour l'instant, on n'est pas... Et puis, il y a l'éternel risque qu'on brandit toujours du bioterrorisme, bien entendu. Enfin, là, en général, ce n'est pas dû à des grands spécialistes. Mais c'est s'il y avait une maladie par bioterrorisme, c'est une émergence provoquée. Ce serait une émergence provoquée. Il faut bien le voir sous cet angle. Enfin bon, on n'en est pas là. D'accord, merci. J'ai entendu dire que avec le réchauffement climatique, enfin avec tout ce que ça, que le permafrost
ferait, enfin, en fondant, ferait que des maladies qui auraient disparu, justement, pourraient réapparaître suite à ça. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ou si c'est une possibilité. C'est pas impossible. On a même, les chercheurs ont même été chercher dans le permafrost des traces d'agents infectieux anciens, par exemple la grippe de 18, etc., etc. Donc il n'est pas impossible de penser qu'un certain nombre de germes se conservent dans le permafrost et qui soient libérés. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, encore peut-être le charbon, Dieu sait, c'est possible. Mais c'est une possibilité, bien sûr, qu'il faut considérer. On doit pouvoir faire un certain nombre d'expériences pour déjà se rendre compte un petit peu de ce qui se passe en cas d'élévation de la température. Oui, oui, c'est pas à rejeter. C'est pas à rejeter, mais le risque n'est pas très important. Enfin, j'ai pas l'impression, mais enfin, faut s'en méfier quand même. Hein. Oui, d'accord. Parce que c'est tout le problème. C'est qu'il y a énormément de risques que l'on pense être faibles, peu importants, c'est-à-dire finalement négligeables, et puis tout d'un coup, ça vous arrive en pleine figure, on ne l'a pas vu. Ah bah oui, bah on a mal surveillé. Donc il faut faire attention quand même. D'accord, merci. Une autre question? Moi, j'en ai peut-être une concernant justement toutes les maladies dont vous avez parlé. Qu'en est-il de l'accès aux soins entre les pays du Nord et les pays du Sud? Entre les pays développés et ceux qui sont en voie de développement? L'accès aux soins, vous pouvez aller de totalement inexistant dans certaines régions à un accès aux soins de base dans d'autres régions, et puis un accès aux soins qui globalement est bon dans un certain nombre de pays comme le nôtre finalement. Mais on voit de tout. Il y a de tout. C'est un gros problème parce que, bien sûr, les gens qui sont malades peuvent pas se soigner, peuvent pas être traités, etc. Mais surtout, on ne voit pas si c'est une maladie infectieuse, on n'est pas au courant de ce qui circule. S'il n'y a pas d'accès aux soins, ça veut dire que les autorités sanitaires ne savent pas ce qui circule. Donc ça, c'est embêtant sur le plan épidémiologique. Quand on s'en aperçoit, c'est qu'il y a une épidémie qui a pris une ampleur considérable pour que ça ne puisse plus devenir, ça puisse plus se cacher, quoi. Et ça arrive de moins en moins, parce que quand même il y a un développement, mais il arrivait autrefois très souvent qu'une épidémie en Afrique, une épidémie d'hépatite ou quelque chose comme ça, ou de fièvre jaune, on le savait 3 mois après, 4 mois après. Quand on y va, ou c'est fini, ou il y a beaucoup de gens qui sont morts. Oui, c'est un problème. C'est un gros problème. Encore une question? Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va en rester là. Je vous remercie de votre participation.